Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Télé, le podcast 100% D1 des équipes de The Playoff, de retour pour la 8e journée de championnat, ou plutôt l'après 8e journée de championnat. On a vécu une nouvelle semaine intéressante avec des matchs serrés au sud, un peu moins serré au nord, on en reparlera pendant toute cette émission. J'excuse tout d'abord notre invité qui devait être avec nous, Yanis Paulin des Iron Mask de Cannes, qui finalement ne peut pas être là ce soir, mais qui viendra nous voir la semaine suivante, donc après la week 9, puisque on en parlera en fin d'émission, mais la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast D1, étant donné qu'il n'y a pas de journée de D1 à proprement parler dans ce week-end qui arrive. Donc il viendra nous voir juste après Pâques, il viendra nous expliquer comment il a été chassé les œufs de Pâques, comme il chasse les touchdowns à longueur de semaine. Mais nous avons quand même du beau monde avec nous. Nous avons du beau monde puisque nous avons notre Mathias. Salut Mathias, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Eh ben, ça va très très bien. Alors le beau monde c'était Mathias et nous avons aussi Jean. Salut Jean, comment tu vas? Le beau monde, il est le seul dans ce podcast pour l'instant à avoir serré la pince d'un joueur NFL, donc je me considère comme être du beau monde Alors, aussi. un joueur NFL en activité, oui. Un joueur NFL tout court, non, puisque j'ai déjà serré la main de Drew Brees. Donc voilà. Et donc, excusez du peu, monsieur. Et puis on rappellera grâce à qui tu es allé voir Jayden Daniels, mais nous tairons cette information qui reste bien évidemment secrète. Et si vous voulez voir la magnifique vidéo de 3 secondes de Jayden Daniels, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Playoff. Voilà, vous pourrez voir tout ça. Bon, on commence avec la conférence Nord. On va passer le pire dès le début, comme ça au moins ça sera vite réglé. Le pire surtout pour les 3 équipes qui sont dans la deuxième partie de tableau. On a eu encore une semaine. Alors, une semaine où il n'y avait pas de prétendants aux playoffs qui jouaient l'un contre l'autre. Donc ça s'est fini comme on s'y attendait, c'est-à-dire des matchs pas vraiment très serrés, à commencer par le Flash de la Courneuve, qui devait se rassurer après 2 défaites consécutives, et qui, mon cher Jean, a tout fait pour se rassurer. Le Flash a vraiment tout fait pour se rassurer, a envoyé un gros message avec une énorme démonstration à la course, notamment un très bon travail, moi j'ai trouvé de la ligne offensive pour créer des gaps dans l'axe de la défense de Rouen. Rouen de son côté a essayé de faire ce qu'il pouvait avec un touchdown pour sauver l'honneur, mais clairement, on a vu un véritable écart entre une équipe contender pour le first seed et une équipe qui euh, est assurée de ne pas disputer les playoffs. Donc voilà, il y a vraiment un gros écart entre ces deux équipes-là. Et le Flash a su profiter de leur. J'ai oublié le nom du. Il me semble que c'est Johnson le numéro Saint-Louis. 10 qui a scoré 3 touchdowns. Exactement, qui en a scoré 3 et donc voilà, le Flash à domicile se rassure et c'est de bonne augure pour la Judson suite. Saint-Louis, effectivement, qui a marqué 3 touchdowns, et je crois que d'ailleurs ces 3 sont sur le 3e quart-temps. Donc il a été est plutôt efficace à ce moment-là, dont une très belle course. Vous pouvez vous retrouver la vidéo sur le compte de Jack, une course de 70 yards sans être touché par le moindre défenseur. C'est absolument splendide. Effectivement, un très bon travail de la ligne offensive. 63 points marqués par le Flash. Alors, est-ce que cette victoire 63-7 est de nature à rassurer? Est-ce que c'est vrai qu'on avait dit que l'attaque du Flash elle patinait un peu. Est-ce que là, on va pas se dire c'était entre guillemets que contre Rouen, sans jamais vraiment porter offense à Rouen, quoi. Bah, en tout cas, moi ce que j'ai vu, pour la défense de Rouen, c'est qu'il y avait beaucoup de pression mise, au niveau des D-line et que dans le backfield, il y avait pas grand monde. Ce qui fait que quand les gaps étaient créés, et beh, Jameson Saint-Louis pouvait s'échapper tout seul sans être, rattrapé. Sa vitesse faisait le reste. Rouen, au cours de la saison, a alterné le bon et le moins bon. On pense notamment à la bonne prestation face au Molos, celle beaucoup plus décevante face au Diable Rouge. Et là, ben, il y a eu un petit peu un mélange des deux. J'ai le sentiment, d'un côté, il y a le Flash qui, certes, a fait une grosse démonstration et s'est rassuré après une grosse méforme la semaine lors de la journée précédente face à Agnières.
Mais Rouen, j'ai eu le sentiment qu'ils n'ont pas non plus fait un des meilleurs matchs de leur saison, qu'ils étaient pas non plus, ils n'ont pas montré leur meilleur visage sur cette rencontre-là. Et clairement, ils auraient pu faire mieux. Donc c'est un petit peu contrasté. D'un côté, le Flash a fait ce qu'il fallait. Mais de l'autre côté, je pense que Rouen aurait pu proposer une opposition À supérieure. noter notamment le retour aussi de François Brémond, qui n'était pas là, je crois, la journée d'avant contre les Molosses, et qui a remis son équipe sur les bons rails. C'est lui qui a inscrit le premier touchdown. C'est lui qui a inscrit aussi le troisième de mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment, on a retrouvé un François Brémond décisif qui a vraiment remis son équipe parfaitement sur les rails. Ça reste quand même une performance plutôt rassurante de la part du Flash, donc 63-7, et il reste, du coup, on reparlera du classement quand on aura fait les 3 matchs de la Conférence Nord, mais il reste au contact des Molosses avec 5 victoires et 2 défaites depuis 6 victoires pardon maintenant et 2 défaites depuis le début de cette saison de D1, et c'est vraiment très très serré dans le haut du tableau de la Conférence Nord pour aller chercher la première place. Une première place convoitée aussi par les Molosses d'Asnières-sur-Seine, 48-12, victoire sur les Diables Rouges de Villepinte. Là aussi, une grosse victoire des Molosses qui s'est dessinée très vite en première mi-temps, avec 35 points inscrits, Jean, sur la première période. Une grosse démonstration et une sale soirée pour notre cher Badis Gramy, cher à Cher à toi, mon mon cher cœur. Flav. Voilà, deux petits Il touchdowns. est cher à mon cœur, Vas-y. Badis. C'est un copain, on salue Badis. Des petits touchdowns, deux petits touchdowns pour sauver l'honneur, pour pas repartir Fanny de Asnières. Mais voilà, Asnières a clairement poursuivi sur la lancée et sur le chemin qu'ils ont bâti après leur victoire face à la Croix-Neuve. Là aussi, il y a eu un monde d'écart. Tu le disais, c'est quelque chose qui a été le cas sur ces 3 matchs de la Conférence Nord. Et donc, sur ce match entre les Molosses et les Diables Rouges, bah voilà, c'est clairement la fin comment dire, d'une espèce d'un espoir que pouvait avoir à un moment donné Villepinte pour essayer de rallier la troisième place et donc une place au play-off. Les 3 favoris de cette conférence Nord sont qualifiés et assurés d'être en play-off déjà. Donc là où dans le sud, et on le verra un petit peu après, c'est pas encore le cas. On a Donc eu voilà. aussi un très très gros Brodian, encore une fois, qui est vraiment encore une fois impressionnant parce que c'était déjà le cas l'an dernier. Hein. On rappelle qu'il est MVP étranger de la saison 2024. Une nouvelle fois Brodian qui fait une très très belle saison, qui est d'ailleurs MVP offensif de cette 8e semaine de compétition. Il a lancé plus de 200 yards à la passe, 55 yards à la course, un total de 7 touchdowns entre ce qu'il a marqué au sol et ce qu'il a lancé. Bref, ça fait une très très grosse journée au boulot pour notre ami américain. D'ailleurs, vous retrouvez une interview de Brodian sur le compte de Wake. N'hésitez pas, et sur First Down Mag, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Voilà, Brodian qui a lui aussi fait son match. Est-ce que pour toi, Mathias, c'est le meilleur joueur du championnat, Brody? Tiens. Meilleur joueur du championnat? Ouais. À son... Actuellement, sur les 8 premières semaines de cette saison. Tu le mets MVP étranger encore cette année? Oui, oui, MVP étranger, oui, 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 largement. Voilà. Après, meilleur joueur de l'élite, je sais pas. Alors, on va demander, Jean, il l'a vu jouer il y a une semaine contre le Flash. Brodian, meilleur joueur du championnat? En tout cas, visuellement, c'est plutôt impressionnant. Après, comme tout bon coureur et comme tout bon quarterback double menace, il bénéficie aussi d'un très bon travail de la ligne pour lui ouvrir des gaps assez impressionnants dans lesquels ils arrivent à parfaitement s'immiscer. Euh, de là à dire meilleur joueur de la top 3 assurément. Après, c'est un petit peu comme en NFL, hein. C'est une question de point de vue. Est-ce qu'on privilégie Adel Bafdil et ses retours de kick-off où il remonte en moyenne à la louche une cinquantaine de yards, où il cumule les interceptions à chaque match,
ou est-ce que tu favorises Brodian qui marque à tous les matchs, que ce soit à la passe ou à la course, qui bénéficie d'un très bon travail d'équipe et d'un très bon travail de bloc? C'est une question de point de vue. En tout cas, je pense que cette saison, il sera encore MVP étranger et sans trop de D'ailleurs, concurrence. je sais même pas comment on vote. Tiens, je vais demander ça. Guillaume, qui écoute ce podcast attentivement, explique-moi comment c'est voté le MVP en D1. Tu sais, toi, Mathias, comment ça, c'est comme en NFL, c'est un panel de journalistes? Parce que j'aimerais bien faire partie. Je lance une bouteille à la mer. Non, il me semble que l'année dernière, ça avait été proposé sur ils avaient fait Un un vote sondage. l'année dernière, je crois, Mmh. l'élite. Et ben voilà. Ben, il va nous expliquer ça. Guillaume va m'expliquer ça, j'en suis sûr. Il me semble que l'année dernière ou il y a 2 ans, on devait voter pour dans certaines catégories qui c'est qu'on estimait comme meilleur, enfin joueur de l'année, meilleur import, etc. Voilà, et ben, ouais. Bah, s'ils ont envie de passer au système NFL, hein, on est disponible chez The Playoff pour voter pour le MVP de la saison. Bon, je sais pas si on sera nombreux à voter comme journaliste, donc il y aura peut-être l'afterfoot, il y aura Flo, il y aura Bijak, enfin il y aura tous nos amis de la D1, donc et on les salue bien évidemment tous une nouvelle fois. Donc voilà, il y aura de quoi faire quand même. Les Molosses qui donc s'imposent 48-12. Prochaine journée pour les Molosses. J'ai même pas regardé où c'était, tiens. Les Diables Rouges, ce sera contre le Flash, ça c'est sûr. Les Molosses, ils vont jouer contre eux. Je vais trouver ça dans une petite seconde. J'avoue que je n'ai pas pris la 9e journée devant mes yeux. Donc voilà, il va falloir que je meuble pendant 30 secondes le temps de trouver cette information absolument capitale à votre journée. Les Molosses recevront les Cougars dans un match qui s'annonce extrêmement difficile, bien évidemment, pour Asnières-sur-Seine. Voilà. Je laisse 10 secondes de réflexion. Les Cougars, justement, parlons-en, puisqu'on est en train d'en parler, qui jouaient eux aussi, qui recevaient, et c'était pas le plus facile, les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Bon, comment vous dire, ça s'est passé un petit peu comme on s'attendait à ce que ça se passe. 59-0 pour les Black Panthers, qui menaient déjà 39-0 à la mi-temps, qui ont fait tourner en deuxième mi-temps, qui sont permis d'aller de faire un petit peu tourner l'effectif pour faire jouer un petit peu tout le monde et donner des reps un peu à tout le monde. Bon, Jean, une journée au boulot pour les Black Panthers, tranquille, quoi. Une journée au boulot, j'ai noté une mission destruction réussite, même dans mes notes. 59-0, c'est et à la fois le score auquel on s'attendait, ou du moins la physionomie à laquelle on s'attendait. Et pourtant, on arrive quand même à, à être abasourdi par un tel gap, par un tel écart. Bon, je crois que pour les Cougars, c'est un long, pas un long fleuve tranquille, mais plutôt un long chemin de croix qui se poursuit semaine après semaine. Et puis pour les Cougars, ça leur a offert une journée pour donner du temps de jeu à tout le monde, pour faire un petit peu tourner, pour peut-être tester des nouveaux jeux aussi qu'on pourrait retrouver les semaines d'après. Voilà, Adel Bafdil c'est encore baladé sur les retours de kick-off, sur les retours de punt. Bon, je crois que c'était une journée pour le moins reposante pour nos amis de Thonon-les-Bains et que le voyage en car a dû être d'une sérénité folle. Vous voulez Je pense que le Oui, voyage en vas-y, car, ça a Mathias. dû être la chose la plus compliquée de la journée. Pour Tonon. Pour Tonon. Surtout que la stat est folle. Je crois que les Cougars, Oui. en attaque, ont réussi la performance de 4 yards. Oui, 4 yards d'offensif, ouais. 4 yards d'offensif, ils étaient en négatif de 11 yards à la mi-temps. C'était à moins 11 à la mi-temps. Et Dieu merci, ils sont passés juste à la fin en positif. Ils auraient pu finir effectivement en yards négatifs en attaque. Justement, on parle de l'attaque des Cougars. Autre stat folle, sur les 6 dernières journées, 5 fois ils ont fini à 0 points.
C'est quand même, ils ont marqué 12 points lors de la week 7, mais c'est contre les Léopards, mais sinon, que ce soit contre les Molosses, contre les Black Panthers 2 fois, contre le Flash, contre les Diables Rouges, à chaque fois, c'est 0 points marqués, quoi. C'est quand même difficile de gagner un match dans ces conditions. On rappelle c'est pas pour les accabler, hein, les pauvres, mais on rappelle la différence de points depuis le début de la saison, c'est 35 points marqués, 275 encaissés. C'est une différence de moins 240. Ça me semble plus que compliqué. Alors mathématiquement, je crois que c'est pas encore tac tac tac. Ils peuvent finir en 2 victoires, un nul 7. Oui, non, ils sont pas mathématiquement, je crois, encore relégués, mais ça va être compliqué, quoi. La journée 9 on l'a dit, c'est contre les Molosses à Asnières-sur-Seine. Bon. Ouais, ils peuvent créer l'exploit. Voilà, c'est à peu près aussi probable que les playoffs des Dauphins de Nice de notre ami Flo, tu vois. Il y a un monde dans lequel c'est possible. C'est toujours possible, parce qu'il y a la glorieuse incertitude du sport. Là, il faut une très grosse incertitude, tu vois. Voilà. Et qu'il y ait une avalanche de maladies ou des choses comme ça du côté des mollusques qu'on leur souhaite pas, hein, évidemment. Non, mais bon, c'est très compliqué. Après, on le savait depuis le début de la saison que ce serait compliqué du côté des Cougars. À ce point-là, peut-être pas, mais ça reste toujours le problème. Alors, tu l'as dit, Jean, parce qu'on va pas faire 50 ans sur ce match des Cougars. Tu l'as dit, trois matchs et trois blowout, mais surtout 3 équipes qualifiées déjà pour les playoffs. On connaît les 3 qualifiés dans la conférence Nord. Ce sera donc les Black Panthers, les Molosses et le Flash. Il reste à savoir dans quel ordre, puisque pour l'instant les Black Panthers sont en tête avec 7 victoires, 1 défaite. On a derrière les Molosses 6-2 et le Flash à 6-2. Petite question, qui vois-tu first seed à la fin premier de la conférence Nord à la fin de la saison régulière? Je pense que ceux qui le sont à l'heure où on se tourne le podcast, c'est-à-dire le 9 avril, seront ceux qui seront first seed à la fin de la saison. Je pense que Thonon va le rester. De mémoire, il reste 2 journées. Euh, le Flash va jouer Villepinte dans un derby du 93 qui pourrait sonner comme un match piège pour eux. D'autant plus que Villepinte n'a plus rien à jouer si ce n'est leur victoire et cette fierté territoriale à domicile de battre et une autre équipe du 93 et le Flash avec tout ce que ça représente dans l'histoire du sport en France. Et puis après en dernière journée, je sais plus Les Cougars. qui le Flash va jouer. Euh, bon, donc a priori, ça devrait être au minimum une victoire pour le Flash. Ce qui est des Molosses, je crois que est-ce que est-ce que les Molosses et Si, Thonon vont pas se rejouer Thonon en journée 10. donc ouais, ça sera le match qui Qui déterminera peut être le match pour la première place. le first seed. Et étant donné que c'est à Thonon, je vois bien ouais, Thonon rester first seed. Oui, c'est un match qui peut déterminer la première place. Ou alors, si ça finit, par exemple, sur un match nul, ça peut servir au Flash s'il gagne dans le même temps contre les Cougars pour passer devant tout le monde au dernier moment. Ça peut aussi. On sait jamais. Tout est possible, tout est envisageable. Mathias, même question, même si tu m'as dit que pour toi, les Black Panthers, c'était favoris en global pour cette saison. Tu restes sur ta position. Pour toi, ils vont finir premiers. Oui, je reste sur le fait que les BP vont rester premiers. Je pense honnêtement que les Molosses, vu leur J'allais forme dire, qui va actuelle, finir deuxième? Qui va finir deuxième, du coup? les Molosses peuvent aller chercher une 2e place. Mais je pense que tout se jouera à Thonon. Je pense que tout se jouera à Thonon. Et le Flash restera 3e. Ouais, donc parce que là, si le Flash gagne ses 2 derniers matchs, ça veut dire qu'il faut que les Molosses, pour rester deuxième, doivent gagner les 2 aussi, quoi, de ce fait. Si je comprends bien tout là.
Mais est-ce que tu sens pas la défaite contre Villepinte arriver pour le Flash? Alors sur la forme actuelle de Villepinte, ça me paraît compliqué. Maintenant, pour le coup, il y a plus d'incertitude dans ce match-là que dans d'autres de la D1 de cette saison. Mais parce que Villepinte n'avait pas été ridicule aussi au match aller contre le Flash du côté de Géo André. Donc ça reste une possibilité effectivement. Maintenant, bon, la forme actuelle des Diables Rouges est quand même par rapport à leur début de saison où il y avait vraiment enfin, c'était vraiment intéressant ce qui développait. Là, depuis quelques semaines, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les Diables Rouges. Donc voilà. Depuis, j'ai un peu l'impression, depuis le match contre les Cougars, où ils sont passés à côté, où ils ont fait leur fameux 0-0, depuis, c'est quand même assez poussif pour les Diables Rouges. Bon, après, normalement, l'objectif de leur saison sera atteint, à savoir le maintien, ce qui est déjà une première chose plutôt bonne pour eux. On passe au sud. Oui, Après, non. je vois pas le Flash baisser le pied contre Villepinte, surtout que là, le deuxième et le troisième vont surtout jouer, comment dire, le qui va recevoir chez eux. Oui, bah oui, pour le tour de wildcard. Ouais. Et ouais, donc je vois pas trop le Flash vouloir descendre jusqu'à Marseille ou Toulouse Ouais. Ou Perpignan. Nous en reparlerons dans quelques secondes. ou Perpignan. Nous allons en reparler dans quelques minutes, mais nous gardons le Perpignan-Cannes pour la fin. Nous gardons le meilleur pour la fin, évidemment. Et oui, le plus croustillant de cette 8e journée. On passe donc au sud. Le sud, ça a été beaucoup plus accroché dans cette 8e semaine. Alors, comme souvent, hein, j'ai envie de dire, on va commencer par le match de la peur entre les Argonautes et les Dauphins. Victoire 18-15 des Argonautes, une victoire arraché à la dernière seconde sur un touchdown lancé par Jason James pour Animel. Vraiment, ça s'est joué à la toute dernière seconde, à encore 10 secondes de la fin du match. Nice menait et Nice tenait sa première victoire. Finalement, c'est une défaite pour les Niçois, une défaite qui pourrait leur faire très mal, en plus du côté comptable, à la tête dans cette fin de saison, Jean. Oh, j'ai cru que t'allais prendre Mathias en premier. J'étais pas prêt à cette petite. Ah, tu m'as feinté. Je me suis pris une feinte de punt. Euh, non, bah, effectivement, les Argonautes se sont fait peur. Euh, et ils s'en sont finalement sortis sur la dernière action. Euh, Nice a peut-être finalement eu, tu sais, des fois, il y a un petit peu cette peur. On le dit, plus on est proche de la victoire, plus on a peur de la concrétiser. Et des fois, il y a des équipes comme ça, et peu importe les sports, hein, qui ont du mal justement à conclure euh, des victoires et à aller au bout parce qu'ils n'y sont pas forcément habitués. Et là, en l'occurrence, bah, ils tenaient leur victoire et puis bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Aix s'en est bien sorti, s'est fait peur. Ils auraient pu être la seule équipe à avoir été battue par Nice cette saison. Et en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Donc, je suis pas convaincu que ce soit. Je trouve que c'est encourageant quand même pour Nice, malgré la frustration. En revanche, pour les Argonautes, il faudrait peut-être se poser quelques petites questions. Les Niçois qui jouaient d'ailleurs, on le rappelle aussi, sans leur quarterback américain suspendu, c'était Sullivan Silverio qui était donc comme quarterback. Alors bon, c'est pas le dernier des venus, hein, Sullivan. Tout le monde le connaît. Il était quarterback les années précédentes. Cette année, il avait dit qu'il préférait se cantonner à un rôle de receveur. Bon, là, il a joué un petit peu les pompiers de service pour dépanner après la blessure la suspension de leur quarterback. Mais n'empêche que ils avaient réussi presque, Mathias, le coup parfait, les Dauphins. Il fallait qu'ils gagnent avec 3 points d'écart. À encore 30 secondes de la fin, ils menaient de 3 points. Ils étaient relancés complètement dans la course au maintien, parce que du coup, ils revenaient à égalité parfaite avec Aix-en-Provence. C'est sûr que là, ils avaient vraiment leur avenir entre leurs mains. Craquer comme ça à la dernière seconde, enfin, comment dire, je trouve que c'est un peu à l'image de leur saison, qui a été quand même assez chaotique. Faut voir aussi comment ils craquent à la dernière seconde. Euh, Animel, juste avant, je crois que la balle est juste mal envoyée, mais il fait exactement
le même tracé, c'est le même jeu. Il loupe déjà la balle. Dernier jeu, pareil, il est en 2 contre 1. Il arrive à prendre la profondeur sur tout le monde, à battre son vis-à-vis et à marquer le touchdown de la victoire. C'est ça que j'ai trouvé aussi un petit peu fou de mon point de vue de joueur, c'est que 2 fois le même jeu et les 2 fois Nice se fait avoir. Alors un petit mot sur Animel d'ailleurs qui fait une très bonne, notamment deuxième partie de saison, mais qui est vraiment une des révélations de cette saison, qui est vraiment, on va prendre le terme américain, qui sait être clutch quand il faut. Et c'est vrai que c'est un très très bon joueur du côté des Argonautes d'Aix-en-Provence. Tant que j'en suis à parler des performances individuelles, je vais quand même pas oublier Bruno Pellicano qui marque les 2 touchdowns de Nice. C'est vrai que c'est une saison compliquée pour Nice, mais il y a quand même bon nombre de matchs qui auraient pu tourner différemment pour les Dauphins de Nice cette saison. T'as un peu l'impression que quand rien va dans leur sens, rien, tu peux rien faire, quoi. Ils sont vraiment le dauphin nage à contre-courant depuis le début de saison. Et les pauvres, c'est vraiment, même quand t'as l'impression qu'ils vont passer cette étape-là, qu'ils vont réussir, eh ben ça tourne pas dans leur sens, quoi. Voilà, c'est ainsi. Voilà, on leur souhaite bien du courage en tout cas, parce que maintenant avec 0 victoire, 7 défaites. Ça va être très compliqué. Alors, dans la conférence sud, il faut rappeler qu'il reste au minimum 3 matchs. Il y en a même pour qui il en reste 4. Les Argonautes et les Ours, il en reste 4 parce qu'il y a eu des matchs reportés. Une partie des matchs reportés va commencer à se jouer ce week-end. L'autre partie sera le week-end du 26 avril. Et après, je crois que c'est le 10 mai, si je dis pas de bêtises, les derniers matchs en retard. C'est après la week 10, après la fin officielle de la saison régulière. Je crois que le dernier entre les Argonautes et les Ours se jouera le 10 mai, si je ne dis pas de bêtises. En même temps, d'ailleurs, tiens, j'en profite pour en parler, que la CEFL, la Coupe d'Europe, qui sera les Black Panthers seront en Coupe d'Europe le 10 mai aussi, si vous êtes du côté de Thonon-les-Bains. N'hésitez pas à aller les voir, je crois que ce sera contre Badalona, l'équipe espagnole. Voilà. On parle de qui? On va parler des Blue Stars de Marseille contre juste avant les Blue Stars. Par contre, ce que je voudrais bien reconnaître à Aix et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que je trouve qu'ils ont une équipe qui est vraiment performante. C'est quand même une équipe qui score beaucoup. Ça, mais j'ai l'impression qu'il leur manque le petit quelque chose. Alors, est-ce que c'est une question de coaching? Est-ce que c'est une question de cohésion? Est-ce que c'est une question de mentalité? Mais à chaque fois, je me retrouve toujours étonné parce que c'est toujours une équipe qui arrive à mettre en difficulté toutes les équipes qu'elle rencontre. Je me rappelle contre Cannes, je crois qu'ils perdent d'1 point. Nous, ils nous tiennent un bon moment. Quand tu dis nous, on rappelle pour les auditeurs que c'est les Grizzlies catalans. C'est pas The Playoff qu'ils ont tenu. Oui. Ils rendent vraiment coup pour coup. Et à côté de ça, contre Marseille, je crois aussi qu'ils perdent de 3 points, le week-end dernier. Le week-end d'avant, oui, ils perdent pas de beaucoup, en tout cas, ça c'est sûr. Ils perdent pas de beaucoup. Si, 26 à 12, mais ils ont complètement craqué à la fin du match, ils ont laissé tomber. Et c'est un peu ça que je leur reproche, parce que je verrais vraiment, ce serait, pour moi, Aix, ça pourrait être de vrais concurrents et une équipe qui jouerait tous les ans au moins les playoffs. Mais je sais pas ce qui leur manque, je sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est un problème de coaching, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire un petit peu avec Aix, à changer pour que justement ils puissent passer ce cap. On n'a pas reçu d'amis des Argonautes encore depuis le début de la saison. On va essayer d'en avoir un, comme ça tu poseras la question. Voilà, tu leur demanderas directement. On va essayer de faire ça d'ici les playoffs, d'ici la week 10, puisqu'ils ont un match en plus de décalé après la saison régulière. On fera un podcast spécial pour parler d'eux. Comme ça au moins on saura. Mais c'était en plus un vrai exploit pour le coup, parce que tu l'as dit, les Argonautes marchent très bien et la défense de Nice a très bien répondu pendant ce match-là. Ils les ont tenus à moins de 20 points, donc ils se sont vraiment laissés Nice une occasion d'aller remporter ce match-là. Ils avaient presque fait le plus dur en maintenant cette attaque vraiment sous les 20 points. Et malheureusement, malheureusement pour Nice, parce que personnellement, je n'ai aucune préférence ni pour l'un ni pour l'autre, mais malheureusement pour Nice, ça n'a pas tourné en leur faveur. Donc,
nous disions, nous allons parler des Blue Stars de Marseille. Les Blue Stars qui s'imposent donc 17-10 face aux Ours de Toulouse. Ils ont un peu pris leur revanche sur la semaine numéro 3 où ils avaient été battus à Toulouse, un petit peu à la surprise générale. À l'époque, c'était encore le début de saison. On se disait, tiens, dis donc, va falloir vraiment compter sur les Ours. Les Blue Stars sont donc repassés. Ça a quand même été une nouvelle fois assez poussif. 3 points marqués en première mi-temps sur un field goal. Ça a été très, encore une fois très poussif, Mathias. Bah, c'est vrai. Alors après, il y a eu Super Linda. Tu pourras parler de Super Linda. Pour la petite anecdote, au sein des Grizzlies, donc pour notre coordinateur offensif, je m'occupe de scouter l'attaque. Enfin, les défenses, du moins. Et du coup, je me suis vraiment penché sur Marseille-Ours, jeu après jeu. Et ben, figurez-vous que déjà, ils ont proposé que 3 formations. Il n'y avait que 3 formations offensives. Et ça a été majoritairement de la course. Ils ont forcé sur la course, forcé sur la course, forcé sur la course. Les ours ont très bien répondu. Ils les ont bloqués constamment. Il y a eu beaucoup de punts. Il y a eu beaucoup de délais de jeu aussi. C'est la première fois dans un match que je voyais autant de fautes pour des délais of game. Donc je sais pas, je trouvais ça très bizarre. Ça a été un match vraiment poussif. Jusqu'à la dernière seconde, j'ai trouvé que les ours ont répondu présents. Il y a des interceptions. Il y a beaucoup de plaquages pour perte. Ça a été très bien lu. Ça a été. Ouais, alors ça a été un joli match, malgré qu'il n'y ait pas eu beaucoup de points. Ça a quand même été un joli match. Et puis Marseille a décidé de faire rentrer leur joker, Adrien Linda. Voilà. Qui reste quand même un atout majeur pour cette équipe de Marseille. Il a encore démontré cette semaine. Et voilà. Franchement, il a apporté ce qui manquait à Marseille pour ce match et il leur offre et clairement c'est Adrien Linda qui offre la victoire aux Blue Stars, même si on souligne derrière la très bonne performance de la défense marseillaise, encore une fois, qui les sauve tout au long de cette saison. Comme toujours, j'ai envie de dire, la défense marseillaise qui est toujours au top ou presque. On rappelle, hein, depuis le début de la saison, c'est 72 points encaissés en 7 matchs. Ça fait à peine plus de 10 points par match, 10,2 points par match encaissés, c'est absolument diabolique. Alors effectivement, l'attaque marque peu, entre guillemets, hein, c'est seulement la 5e attaque de la conférence sud, mais quand tu prends que 10, 12, allez, maxi 15 points, forcément, il n'y a pas besoin non plus d'en marquer 45 c'est l'inverse des Bengals de Cincinnati. On salue les fans des Bengals. Et vous pouvez écouter le podcast NFL, dont on parle d'ailleurs beaucoup des Bengals dans cette semaine. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute déjà. Donc les Marseillais, je le disais, c'est une grosse défense. Et il y a eu Adrien Linda qui a fait un match incroyable. Il va marquer son propre touchdown pour remettre à égalité les Marseillais, et ensuite c'est lui qui à la passe trouve des jeunes Lynch pour le touchdown de la gagne. Vraiment, voilà, ça a été une performance exceptionnelle. Est-ce que tu es un petit peu rassuré par les Marseillais, Jean, ou tu es toujours dans l'attente? J'ai aussi souligné, effectivement, Toi, le fan de voulais aussi l'OM. qu'on parle de Lynch. Non, mais je voulais aussi qu'on parle de Lynch parce que même si c'est Linda qui a été le game changer avec ses cannes électriques, les mains de Lynch ont aussi su être sûres justement et ont elles aussi fait la différence. Je soulignais, je sais plus si c'était lors du dernier épisode ou de l'épisode d'avant, mais il me semble que c'était celui où on avait reçu le joueur des Molosses, où je disais qu'il y avait eu beaucoup de drops. Il y a eu aussi certains drops les semaines passées, des drops qui ont coûté cher dans la conférence Sud. Et là, justement, au moment où il fallait être sûr, Lynch a su l'être. Rassuré par Marseille pour répondre à ta question, oui. Du moins, on s'oriente vers ça avec cette victoire face à Toulouse. Je trouve ils ont montré un meilleur visage que ce qu'ils ont montré, pardon, les semaines passées.
Et maintenant, il va falloir, il rentre dans la dernière ligne droite. Il y aura notamment un match contre Cannes, lors de la week 10, où il faudra, assurer, et ce qui déterminera sans doute, en attente des matchs, après la dernière journée, mais ça déterminera en tout cas la position pour les playoffs de ces 2 équipes-là. Si toutefois, Marseille arrive à se rapprocher pour accéder aux playoffs. Justement, alors je vais pas te demander si tu es inquiet toi, Mathias, pour les Ours, parce que tu ne seras jamais inquiet pour une autre équipe que pour la tienne. Mais mais on a quand même là 2 défaites consécutives des Ours. Ils vont rejouer dès cette semaine, dès la semaine qui arrive là, dès ce week-end contre, l'Iron Mask de Cannes. Ce sera à Cannes cette fois, sachant que ça avait été difficile pour eux, la semaine dernière, à Toulouse. Si d'aventure il y avait une 3e défaite qui se présentait devant eux, ça commencerait peut-être à faire douter dans les têtes des Toulousains. Il y a notamment une 9e journée où il y a un Grizzly Ours qui pourrait être particulièrement intéressant du coup pour les playoffs, n'est-ce pas? Ah, c'est vraiment notre ticket pour la suite. C'est le match qu'on va préparer avec le plus de sérieux et le plus d'envie. C'est vraiment celui. Alors, c'est pas pour cracher sur Aix ou sur Nice qu'on va affronter par la suite, mais les Ours, on a une revanche à aller prendre parce que la dernière fois qu'on les a rencontrés, on a pris 45 points. Donc, on n'a pas envie de rester sur sur cette lourde défaite. Et d'autant plus que nous, Grizzly, par rapport à notre position au classement, chaque match est une finale. Ça, je le répète, la moindre défaite nous élimine pratiquement des playoffs. Je pense que voilà, on est sur les talons de Marseille. Ils n'ont pas le droit à la moindre erreur. On n'a pas le droit à la moindre erreur. Donc, ce sera pas. Non, mais finalement, dans cette course à 2 entre Marseille et les Grizzlies, alors encore une fois, j'ai aucune animosité envers personne, mais entre ces deux-là, ça se trouve, ça pourrait être les Ours qui en font les frais, tu vois. Si finalement Marseille et Perpignan venaient à tout gagner et que les Ours baissent le pied avec peut-être une nouvelle défaite contre l'Iron Mask, éventuellement une autre contre les Grizzlies, bah, ça commencera à mettre en difficulté une saison qui était pourtant idéalement partie. Ah, complètement. On espère toujours ça aussi. On a pour espoir que comment dire, tous ceux qui nous devancent perdent tous leurs prochains matchs. Il est évident que j'aurai pas le maillot des Ours à chaque fois qu'ils vont jouer. On te le demande pas, je te rassure. Voilà. Mais on salue Mais oui, nos amis c'est des Ours qui sont venus quand même dans le oui, bien sûr. podcast. On les salue. Voilà, nous, on va espérer le moindre faux pas de Marseille ou même de Toulouse pour voir s'y accrocher et aller décrocher notre ticket en play-off. Et voilà. Et Alors, on tu parles. espérera le dernier jour que Aix l'emporte sur Toulouse. Tu parles oui, parce que si ça se trouve, la qualification pourrait jouer dans ce match en retard, Complètement. avec où on connaîtrait pas encore les playoffs à la fin de la 10e journée. Ça peut Complètement. être. Il y a un monde où ça existe, hein, cette possibilité-là. On va devoir attendre une semaine pour connaître les affiches de playoffs. Oui. Ça pourrait être assez rigolo. Enfin rigolo. Pour nous, parce que bon, c'est vrai que pour ceux qui doivent préparer les matchs, c'est peut-être moins sympa. Bon, ça nous fait rire en tout cas. Le dernier match, parce que tu le disais, pour que les Grizzlies catalans soient encore en vie, il faut gagner presque tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Il y avait un vrai défi qui se présentait devant Perpignan cette semaine. C'était un match à Cannes, du côté de l'Iron Mask de Cannes, invaincu jusqu'à ce moment-là. 6 victoires, 0 défaite avant d'aborder cette rencontre-là. Et l'Iron Mask a été vaincu, a été battu de peu dans un match d'une rare intensité. Je le marquais dans le résumé qui a été fait pour The Playoffs. Ça a été vraiment un match très très agréable à suivre. On a eu une rencontre. Alors je sais pas si c'était au niveau du Black Panthers Molos, enfin du Molos Black Panthers qu'on a eu en semaine 5, mais c'était vraiment un des bons matchs de ce championnat de D1. Déjà, je vais revenir sur le début du match parce que les Grizzlies ont vraiment, et là je vais parler à Mathias évidemment, puisqu'il était le mieux placé,
les Grizzlies ont vraiment mis leurs pattes, si j'ose dire, leurs grosses pattes d'ours sur le match dès le début, en contenant très bien notamment Yanis Paulin à la course, mais aussi Olivier Roy à la passe. Et c'est vrai qu'on a eu vraiment une défense agressive tout de suite des Catalans et dans le même temps Alexander Fromberg qui a réussi à trouver assez facilement, notamment à Aymeric Guillemot, des grands jours. Exactement. Deuxième jeu du match, il y a un TD plein centre d'Aymeric Guillemot qui nous met immédiatement en bonne position. Quand au bout de moins d'une minute, on a déjà l'ascendant sur l'adversaire, c'est bien. Derrière ça, notre défense arrive à contenir Yanis Paulin. Pendant au moins 15 minutes, Yanis a été en difficulté pour gagner habituellement les courses qu'il fait, quoi. Après, il a fini par prendre un petit peu plus de poids, mais c'est vrai que ça a mis un peu de temps, hein, quand même. Ça a mis du temps, mais parce qu'après, ça reste quand même Yanis Paulin. On le connaît, on sait qu'il est capable de créer lui-même ses propres jeux quand l'équipe est en difficulté. C'est ce qu'il a su faire, même si on a réussi à enfin venir à bout de ses incessantes percées. Mais on a réussi à le canaliser. A contrario, c'est là que c'est mis en lumière le jeu de passe de Cannes, qui a pu prouver aussi qu'il pouvait répondre présent à la passe. Derrière ça, on a malheureusement notre défense qui a encore un petit peu fait des siennes. On a eu de la chance que Cannes drop beaucoup de balles. C'est ce que j'allais dire. Donc, il y a eu, au tout début du match, vraiment. Alors, il y en a eu aussi par la suite, mais au tout début du match, il y a eu pas mal d'imprécisions de la part des receveurs parce que les ballons ne semblaient pas inattrapables. Il y a eu vraiment des drops qui ont été vraiment coupables, hein, parce que je me rappelle d'un. Alors, je crois, et il m'excusera si c'est pas lui, mais il me semble que c'est Timothée Labarrière qui lâche un ballon oui. qui est quasiment en plein milieu du terrain où il a un boulevard, il a les Champs-Élysées devant lui et le ballon est pas capté. Et il y en a eu comme ça quelques-uns des erreurs qui, au final, coûtent cher à l'Iron Mask. Effectivement, il y en a eu 3-4 qui nous ont... qui ont mis les Grizzlies en bonne situation, parce que plusieurs fois, il s'est retrouvé tout seul au fond du terrain ou très peu couvert. Il drop la balle. Ça met un peu... Alors, ça alerte un petit peu la défense, mais ça la met en confiance. Derrière ça, les Grizzlies remarquent. Ça nous porte à 14-0. On réussit à stopper leur attaque encore une fois. Et sur un punt, la balle est touchée par un des défenseurs Grizzlies qui ne s'écarte pas du ballon. Ça les remet en très bonne position du côté Grizzly. Ouais. Derrière, ils marquent. Ils loupent leur transformation. Alors que ça, normalement, c'est plutôt ma spéciale. Mais voilà, ça leur arrive aussi. Derrière. Avoue, t'as mis un maillot de l'Iron Mask, tu t'es infiltré. Je me disais bien, il est pas chauve d'habitude le kicker de l'Iron Mask. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Pourquoi il est chauve ce garçon? Mais qui est cette personne qui rentre avec un maillot de l'Iron Mask, tu vois? Et oui, on l'a tous reconnu, c'était Mathias en fait. Ils m'ont fait confiance et ils ont bien fait. Un infiltré. Et voilà, et derrière il loupe le second. Je sais pas s'il loupe le second ou s'il la joue à 2 points mais qu'elle ne passe pas. Je sais plus. Je sais plus exactement, mais je sais que derrière il se retrouve à. Je crois qu'il la joue à 2. Je crois qu'il, si je dis pas de bêtises, il faudrait revoir le truc, mais je crois qu'il la joue à 2 points. Il la joue à 2 points, il se retrouve à 14-12. Ça fait douter un petit peu les Grizzlies parce qu'on avait quand même 2 possessions d'écart. Ils reviennent derrière nous et puis après tout le match, ça a été d'un côté comme de l'autre. On a un touchdown défensif d'Elian Canet. Enfin, la balle est contrée par Terence Correa, notre capitaine. Elle tombe dans les mains d'Elian qui va marquer. J'ai adoré cette action parce que moi je le vois avec mon regard extérieur et tu vois le ballon contré et Elian qui a l'impression
se retrouve avec le ballon dans les mains, tout heureux de le retrouver là, opportuniste, tu vois, qui se dit bon bah je cours puisque j'ai le ballon dans les mains maintenant, tu vois, et qui réalise un pick six sur plus de 20 yards avec ce ballon là. Mais c'est vrai que c'est si vous avez pas vu l'action, c'est une passe qui est vraiment typée par la défense et qui retombe dans les mains des Lions, tout heureux d'être là au bon Ah endroit bah au bon oui. moment. Voilà. Et puis ça fait du bien parce que je crois qu'on revient de la mi-temps, enfin on revient de la pause. L'entame avec un touchdown défensif, bah, C'est vraiment ce qu'il nous faut. Et derrière, les receveurs de Cannes s'ajustent un petit peu. Et là, ils arrêtent de dropper des balles et ils reprennent le terrain. Ils reprennent le terrain qu'ils n'ont pas pris en première mi-temps. Et ils reviennent. Enfin, ils nous rentrent coup pour coup. Ah oui, c'est Chaque ça. mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, ça a vraiment été ça, parce qu'on a parlé de quelques drops de Timothée Labarrière, mais il faut aussi dire qu'il a fait un excellent match. Outre ces drops-là, il a vraiment été très très important. Et d'ailleurs, c'est pareil, on parlait d'Yanis Paulin qui avait du mal à gagner au tout début du match quelques yards. Ils ont vraiment une escouade de coureurs avec Phileas Pasqualini aussi du côté de l'Iron Mask qui revenait de blessure. Quand les deux sont là, c'est vrai que c'est très très difficile à gérer pour une défense parce que ça part vraiment de partout. Et là, après, on a assisté à un troisième carton, un quatrième carton complètement fou, où les deux équipes se rendaient vraiment coup pour coup. Dès que Perpignan commençait à reprendre un peu d'écart, ça revenait tout de suite. Il y avait, alors on était à 35-26 après le troisième touchdown d'Emeric Guillemot, et tout de suite après, quasiment sur le jeu d'après, ça revient à 32-35, à 33-35, pardon. Et là, donc, derrière, Cannes a une dernière occasion pour aller chercher la victoire, et un coup de pied de Mathias. Donc non, c'est pas Mathias, c'est Nathan Aubert, le kicker de Cannes, qui est contré par. Alors je sais pas qui la contre dans C'est Jimmy Sueur, notre Ouais. numéro 5, qui a joué d'ailleurs au Barcelona Dragons l'année dernière. En ELF. Et donc, il est le coup de pied est contré et le match se termine là-dessus. Donc c'est vraiment, enfin c'est le genre de victoire. Alors je sais, les fans de Cannes qui nous écoutent, j'ai volontairement pas parlé du possible touchdown qu'il y aurait eu dans la dernière minute et qui n'a pas été accordé. Ça n'a pas été accordé par les arbitres. On peut en parler pendant 10 minutes, mais ce sera toujours pas plus accordé par les arbitres. Donc voilà. Est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il est pas passé? Je n'étais pas mieux placé que Madame l'arbitre, parce que je vois que c'était une dame à cet endroit-là. Donc moi, personnellement, j'en sais rien. Sur les images, je vous dirais peut-être que oui, mais ça reste un angle de caméra, et il y a probablement eu d'autres erreurs dans le match, donc on va pas passer 50 ans là-dessus. Toujours est-il que le coup de pied a été bloqué, et donc victoire 35-33. Ça, t'as eu des nouvelles, toi, forcément, des copains des Grizzlies catalans. C'était quoi le sentiment dans le vestiaire après avoir battu Cannes? On se reconcentre tout de suite sur la suite? C'est un match comme les autres, finalement? Déjà, voilà, c'était un match comme les autres, mais Celui-là, il avait une saveur particulière, c'est que surtout, c'était l'équipe invaincue du championnat. On était chez eux. Et en plus de ça, on avait perdu le match aller chez nous d'1 point. Donc, ça nous a fait plaisir parce que ça a prouvé qu'on avait réussi à corriger certaines erreurs en attaque. En défense, malheureusement, il reste encore certaines choses à calibrer. Mais dans le vestiaire, ça a fait plaisir. Ça nous a redonné un petit peu cet élan, cet élan de combativité, parce que c'était vraiment un match très très important. Et ça nous met dans de bonnes conditions pour jouer Toulouse, qui sont eux sur 2 défaites consécutives. Et voilà, derrière on joue Aix et Nice. Donc si on bat Toulouse, on ira jusqu'au bout. Voilà. Vous pourrez garder au moins, je sais pas jusqu'où iront les Grizzlies cette saison, vous pourrez au moins garder pour vous que vous avez le point avérage particulier sur Cannes. Et ça, il y a pas beaucoup qui l'auront. Voilà. Donc, déjà, vous avez ça pour vous. Vous pouvez le mettre dans votre poche. Ça, personne vous l'enlèvera, tu vois. Jean, toi, c'est quoi ton regard sur ce match, ce très beau match entre Cannes et Perpignan? Mon regard, c'est que si Perpignan a aussi réussi à afficher un si bel état d'esprit et un tel niveau de jeu, c'est aussi parce qu'ils ont réussi à marquer directement un touchdown.
Ils ont directement pris les rênes du match. Avant même Cannes, ça a peut-être surpris Cannes d'ailleurs, qui avait peut-être pas connu de match de la même intensité durant les précédentes rencontres. Effectivement, moi j'ai été assez surpris par le gros travail défensif sur Yanis. Alors évidemment qu'on ne peut pas le museler pendant l'entièreté des 4 quarts-temps. Néanmoins, pour le coup, j'ai vraiment été impressionné par ça. À voir si Yanis était, sans vouloir enlever évidemment euh, sans vouloir enlever le mérite de la défense de Perpignan, Je mais sens que tu vas à voir l'enlever. si, hein, à voir si Yanis était peut-être pas dans un mauvais jour aussi, peut-être, c'est possible. On peut pas non plus rouler sur toute la France semaine après semaine. Mais ce qui est très fort, c'est que ils ont gagné à Cannes. C'est même pas chez eux, ils sont partis jusqu'à Cannes. C'est-à-dire qu'ils se sont tapés tout le littoral ou presque pour aller gagner chez eux. Euh, et de fait, j'ai vu Cannes jouer à la passe, ce que j'avais pas forcément beaucoup vu les semaines d'avant. Tout repose sur Yanis, comme l'a dit Matou juste avant. Euh, et puis, bah, les Grizzlies ont quand même résisté, ont été productifs en attaque. Et puis, bah, Cannes aurait très bien pu gagner, mais il y a eu ce qu'il y a eu avec le pied en touche de quelques centimètres, le joueur inéligible. Et puis, ben, finalement, tout ça, ça reste des faits de match. Et Yanis l'a très bien dit à la fin de la rencontre, hein. D'ailleurs, il n'a pas du tout voulu polémiquer sur ça. C'est des faits de match. Ça fait partie du sport. Cannes doit penser à la suite et au match qu'ils vont avoir cette semaine. Et puis, ben, comme tu le disais, on ne pourra jamais enlever à Perpignan que ça a été la première équipe à battre les Iron Musk cette saison. Et alors, j'ai les chiffres, les C'est stats peut-être, de. c'est peut-être le début de grandes choses pour Perpignan. C'est peut-être une victoire fondatrice qui les emmènera jusqu'à la finale, pourquoi pas. Jusqu'à Chambéry, voilà, jusqu'à Chambéry. Puisque le lieu, on le rappelle, de la finale de ce championnat de France de D1, ce sera donc le 28 ou le 29 juin, je sais plus. Enfin, ce week-end-là, en tout cas, du 28-29, ce sera du côté de Chambéry. Timothée Labarrière, on en parlait, j'ai sa ligne de stats qui nous est fournie par la D1, donc je vais la donner. 5 réceptions, 165 yards et 2 touchdowns marqués pour Timothée Labarrière. Par contre, Yanis Paulin n'est pas coutume, n'est pas dans les 3 meilleurs coureurs de la semaine. Donc il a gagné moins de 76 yards au sol. Alors j'ai pas sa stat précise, mais à mon avis, ça a pas dû arriver souvent cette saison qu'il soit à moins de 70, hein. Ou à moins de 75 en tout cas. Ça doit pas être fréquent, pas être fréquent non plus, même si encore une fois, je le rappelle, ils ont joué aussi avec un comité de coureurs avec Phileas qui est Pasqualini qui est aussi revenu pour changer, pour apporter un peu de diversité dans le jeu de l'équipe entraînée par Arnaud Vidalaire que l'on salue également. Voilà pour ce petit tour d'horizon des matchs de D1. On rappelle que ce week-end il n'y a qu'un seul match, hein, la 9e semaine sera le week-end du 20 avril. Du 19 et 20 avril, donc il n'y a qu'un seul match cette semaine, ce sera dimanche et ce sera un match très attendu entre l'Iron Mask de Cannes et les Ours de Toulouse, match en retard de la 2e journée qui avait été reporté en raison des conditions difficiles. Au niveau des rendez-vous, le podcast NFL est déjà en ligne, je vous en ai parlé tout à l'heure, on parle notamment de Trent Rickson, on parle de Micah Parsons, on parle de l'éventuel déménagement des Cincinnati Bengals, et ne ratez pas les statistiques démographiques de notre ami Yaya, qui est toujours brillant en géographie. On rappelle que si jamais Arte veut relancer le dessous des cartes, ils appelleront bien évidemment notre ami Yaya à la rescousse, qui sera là, et peut-être qu'on va faire un jour un stand avec un atlas à dédicacer. Yaya vous dédicacera les meilleurs atlas de géographie, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Ce qui sera passionnant en revanche, et la trêve de bêtises, c'est lundi prochain. Prenez vos petits agendas et notez à la page du lundi 14 avril. Là, je reprends mon rôle de prof à l'époque. Lundi 14 avril à 21h, que va-t-il se passer, Jean? Je te laisse l'annoncer. Moi, je sais.
Moi, je Il sais, sait mais je pas. te laisse l'annoncer. Lundi 14 avril à 21h, c'est le retour du live. Tailgate ELF et il y aura un live, effectivement. C'est le premier live ELF de la saison et nous recevrons pas n'importe qui. Pour ce premier live ELF, nous recevrons John McKeon, le propriétaire des Paris Musketeers, qui viendra discuter et répondre à toutes vos questions sur l'intersaison, sur les arrivées de joueurs, sur la nouvelle direction, sur le nouveau stade. Bref, tout ce que vous devez savoir sur la saison 2025 des Mousquetaires. Ce sera lundi en live sur Twitch et sur YouTube à 21h. Donc sur la chaîne Twitch de The Playoff avec John McKeon, avec Waik, avec Julien s'il est de retour, que l'on salue bien évidemment. Notre ami Julien de Spring Football News. Merci beaucoup Jean d'avoir été là. Merci Mathias. Merci pour l'invitation. Bah, Merci t'es pas de m'avoir invité, invité t'es membre de The Playoff. Ouais. Toi, t'es pas membre de The Playoff, mais toi, t'es invité à vie, Mathias. Bientôt, on va l'engager, je crois. Oui, c'est ça. Bientôt, on va l'engager. Quand il aura pris sa retraite, il sera engagé. Il sera engagé partout, Mathias. C'est un homme Je très suis à la demandé. retraite. Je suis à la retraite. Il est à la retraite. La retraite à 30 ans, c'est beau. On va Je les ai même pas encore. On vous rassure, c'est que du foot américain qu'il est à la retraite. Pour le reste, c'est pas fini. Pour le reste, c'est pas fini. On salue bien évidemment tous nos amis qui font suivre l'AD1 au quotidien sur les réseaux sociaux, Waik, Bijak, l'Afterfoot US, Flo, bref, tout le monde. Vous suivez le compte de la Fédé également. Vous n'oubliez pas d'aller suivre les matchs sur la plateforme gratuite de la fédération fffa.tv. Et on se retrouve, nous, après la 9e semaine de compétition pour un nouveau débrief. Salut tout le monde.